Bonjour à tous. Alors, je me permets de faire cette vidéo parce que hier au soir, en allant faire mon plein d'essence, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, dans ma vieille voiture à plus de 385 000 km, qui était évidemment un moteur diesel, j'en ai eu pour plus de 108 euros. 108 euros pour un moteur de 70 litres. Voilà, alors j'ai pris cette mauvaise habitude, on peut dire, mais on essaie de se prémunir comme on peut, et j'imagine que je ne suis pas le seul à le faire, de ne pas regarder les chiffres lorsque je mets de l'essence dans la voiture, et de me dire que bon, bah, ça va passer comme ça. Bon, c'est une mauvaise habitude, hein, mais là j'ai quand même prêté attention parce qu'en arrivant à la station, en voyant, je crois que l'essence était à 1,565, je me suis dit, oh là, pour combien je vais en avoir? Et puis bon, bah voilà, j'ai pas été déçu. Si je décide de vous parler de ça aujourd'hui, ça va pas être la seule chose. C'est parce que j'ai eu une boule au ventre à cause de ce tarif d'essence là, toute la soirée, toute la nuit, toute la matinée. Et finalement, je sais qu'on est nombreux à être dans ce cas. Or, beaucoup trop d'entre nous avons honte, et moi le premier, hein, si on m'avait pas invité à faire cette vidéo, j'en avais pas forcément envie. C'est pas le genre de vidéo que j'aime faire. J'aime pas spécialement raconter ma vie, etc. Mais là, encore une fois, c'est un particulier qui se réfléchit dans l'universel. C'est-à-dire qu'en réalité, ma situation, c'est celle de millions d'autres à l'heure actuelle et des situations bien pires. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il nous faut en parler, qu'il faut que nous cessions de nous sentir isolés et que justement nous prenions conscience que nous vivons tous à échelle individuelle ou à échelle de nos familles ces conditions matérielles exécrables. Et j'ai envie de dire, il est temps que cette boule au ventre, eh bien, elle change de camp. Véritablement, ça devient absolument décisif et nécessaire. Alors, j'ai pris quelques notes pour faire en sorte que, eh bien, ça entre en résonance avec tous ceux qui vivent exactement la même chose et qui sont nombreux mais qui n'osent pas en parler, qui n'osent pas le dire ou qui ont l'impression finalement d'être impuissants ou qui ont l'impression de ne pas savoir gérer leur argent, puisque vous savez, hein, il y a cette grande culpabilité de la classe dirigeante et dominante à dire que les classes populaires finalement ne savent pas épargner, ne savent pas gérer leur argent, etc. Bon, pour épargner, encore faut-il effectivement disposer encore d'argent à la fin du mois, voire même à la fin de la première semaine du mois. Et encore une fois, le grand capital, lui, il n'épargne pas, il ne fait qu'investir et qu'investir, notamment aussi en bourse à la baisse, afin effectivement de rendre toujours plus pauvres les populations mondiales. Donc c'est encore autre chose. Bon, rapidement comme ça, nous vivons à la campagne, ce qui, dans un premier temps, n'a pas été un choix, puisque lorsque nous avons voulu trouver un logement, un loyer en ville, eh bien finalement nos revenus étaient trop faibles et nous avons dû reculer jusqu'à nous retrouver à 45 km de nos lieux de travail, à mon épouse et à moi-même. Nous avons 3 enfants, donc nous sommes une famille de 5. Mon épouse travaille à temps partiel et finalement elle doit elle aussi faire avec les trajets d'école plus de 120 km aller-retour chaque jour pour conduire les enfants à l'école et aller travail et qu'elle occupe à temps partiel. Donc en réalité, l'essence, hein, dans notre ménage, en comptant le moment où il faut aussi aller faire les courses ou emmener les enfants à une activité, etc., c'est entre 500 et 700 euros par mois d'essence que nous sommes amenés à dépenser à tous les deux. Et donc finalement, ça représente la totalité du salaire de mon épouse à temps partiel. S'ajoute à ça, vous l'avez vu, hein, les prix grimpants du gaz, de l'électricité, etc. Alors nous, pour le chauffage électrique, l'année dernière, et Dieu sait que pourtant on essaie de ne pas le mettre la nuit, Dieu sait qu'on essaie de ne pas le mettre dans toutes les pièces, etc., qu'on essaie de davantage se couvrir, et ça aussi je sais que c'est la réalité de beaucoup d'entre nous à l'heure actuelle. Mais bon, avec les enfants, dont un bébé, eh bien, il y a un moment où effectivement on n'a pas le choix, il faut bien mettre le chauffage et arriver à une température correcte. Et donc, eh bien, finalement, on était aux alentours de 250 euros par mois uniquement de chauffage, uniquement pour se chauffer. S'ajoute à cela, hein, ce qui nous est arrivé cette semaine aussi, des frais, je ne rentrerai pas dans le détail, mais des choses encore une fois que tout à chacun peut connaître, des frais de chauffage à nos frais, où finalement eh bien, on en a pour plus de 500 euros que l'on doit débourser uniquement pour que le chauffage fonctionne. Donc là, ça fait partie des imprévus qui sont impossibles à
payer. Il est impossible de trouver comme ça cet argent par la bonté divine. Hein, on parle aussi beaucoup des voitures, parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte lorsqu'ils sont dans les métropoles, et surtout beaucoup de politiques, écologistes qui racontent un peu tout et n'importe quoi. Je vous renvoie à ma vidéo sur Sandrine Rousseau. Mais finalement, les pneus de la voiture, par exemple, il nous faut deux véhicules. On ne peut absolument pas faire autrement, et j'invite tous les bons écolos de service à venir nous expliquer comment ici, alors qu'il n'y a ni train, ni bus, ni aucun autre moyen de transport, il ne serait simplement possible d'aller faire les courses et d'emmener les enfants à l'école, et plus encore même de travailler. Eh bien, il faut que tous les gens vous changiez vos pneus. Changer 4 pneus de voiture, c'est 400 €. Pour 2 voitures, c'est déjà 800 €. Sur des voitures qui ont de l'âge et que vous ne pouvez pas changer parce que vous n'en avez pas les moyens, eh bien, il y a sans cesse, chaque année, des pannes. Et une panne sur une voiture, souvent, c'est une panne qui coûte beaucoup d'argent. Alors parfois, heureusement, il y a des mécanos qui arrivent à bricoler un peu quelque chose, mais vous en sortez déjà avec des honoraires à parfois plus de 100 €. Mais finalement, vous pouvez tomber sur des grosses pannes ou sur des changements effectivement de courroie de distribution, sur des changements j'ai oublié le nom. Bon bref, qui vont atteindre plusieurs centaines d'euros, voire parfois avoisiner les milliers d'euros sur l'année entière. S'ajoute à cela, et c'est la raison pour laquelle je le comprends très bien, que je ne le découvre pas du tout, contrairement à ce que certains s'imaginent, parce qu'effectivement, nous faisons à ça aussi depuis plusieurs années. En tant qu'indépendant, eh bien effectivement, certains rient de voir le tarif que l'on peut prendre pour les formations, etc. Je vous renvoie à notre article « Pourquoi aller acheter des formations ?» et vous découvrirez que finalement, ces prix sont à bien des égards assez dérisoires en réalité. Mais il faut bien penser qu'en réalité, ce qui revient après les complémentaires retraite, après les cotisations sociales, après l'impôt sur les sociétés, après les dépenses, etc., c'est à peine la moitié des prix affichés en réalité. Et ça, c'est le cas pour n'importe quel indépendant. Mais j'ai souvent l'impression que pour certains, quand on leur dit ça, et notamment des petits étudiants, petits bourgeois sur YouTube qui se vantent effectivement de déceler qui est bourgeois ou non sur Internet, eh bien, ils découvrent un petit peu la lune quand on leur explique ce genre de choses. Et finalement, eh bien, il faut un chiffre d'affaires énorme pour pouvoir faire vivre une famille de 5 enfants. D'accord ? Chose que là encore, je ne découvre absolument pas. Simplement, aujourd'hui, je me permets de le dire parce que moi aussi, j'y fais face. Moi aussi, je connais la réalité de cette situation et je comprends la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont à bout à l'heure actuelle. On pense par exemple aussi à la redevance télé. La redevance télé pour pouvoir profiter effectivement des bons discours du gouvernement, d'Emmanuel Macron et du servage complet du service public que nous finançons au seul profit effectivement des intérêts de la classe dominante. Eh bien, c'est là aussi 138 € par an. Ça pourrait sembler être une broutille, mais c'est toujours ça davantage pour des gens qui, comme nous par exemple, ne regardons pas la télévision. On pense à la mutuelle, d'accord ? Nous, on est 5. On a beau ne pas être encore très vieux et avoir 3 enfants, eh bien la mutuelle, chaque mois, ça représente 150 €. 150 € que nous n'aurions pas à dépenser si justement, eh bien, encore une fois, le régime général de sécurité sociale n'avait pas été complètement déconstruit. Et j'en reviens d'ailleurs aux cotisations sociales des indépendants. Loin de moi l'idée ici d'accuser les cotisations sociales qu'on appelle les charges sociales. J'ai souvent et longuement, et ça fait des années sur ma chaîne que je valorise le système par cotisation sociale. Et justement, encore une fois, il faut replacer ça dans un contexte de lutte globale et générale à laquelle nous devrions arriver. Voilà le discours que nous devrions porter parce que ça devient insupportable. Et quand je dis qu'il faudrait effectivement que les boules au ventre changent de camp, c'est sous ce prétexte-là. Il y a des classes qu'il nous faut liquider non pas en tant que personne physique, mais en tant que classe, absolument, avec ce discours-là, avec l'héritage de 46 qui a été le nôtre. Parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, dans un contexte capitaliste, eh bien, les cotisations sociales sont perçues effectivement comme une chape de plomb supplémentaire pour des indépendants, pour des petits patrons qui n'arrivent pas effectivement à payer leurs salariés, et c'est la raison pour laquelle, à l'IHT, nous n'avons jamais confondu les tenants du grand capital avec les petits patrons et que nous comprenons cette réalité sociale complexe, d'accord, et que pour beaucoup d'entre nous, nous la vivons même. Mais c'est la raison pour laquelle, eh bien, ça n'a rien à voir avec l'aboutissement de ce que nous pouvons défendre à la suite de Bernard Friot et surtout à la suite des conquêtes ouvrières de 46, c'est-à-dire un salaire à la qualification. À l'heure actuelle, moi je serais le premier effectivement à préférer un salaire à la qualification plutôt que le travail d'indépendant actuel, et au contraire je pourrais consacrer pleinement mon temps aux activités qui sont les miennes, chose qui aujourd'hui est très difficile et chose qui nécessite effectivement une hétérogénéité des activités. Là aussi on essaie de boucler la fin de mois comme on peut, de faire un peu d'intérim, de faire
faire des petits boulots, etc. Et finalement, tout cela devient absolument pénible et très difficile à vivre. S'ajoute à ça, évidemment, les impôts, par exemple, sur les ordures ménagères. Qui avoisinent chez nous, je ne sais plus, là, plusieurs centaines d'euros. Hein. Si on veut payer un minimum de choses aux enfants, un minimum d'activités extrascolaires, même peu coûteuses, et qu'ils puissent à peu près s'habiller, quand on entend Blanquer qui dit qu'on achète effectivement des écrans plasma, j'aimerais bien savoir qui peut se le permettre en réalité, et quand bien même de toute façon, d'accord, hein, il n'a pas à en juger. Finalement, eh bien, la réalité elle est tout autre, elle est que finalement, eh bien, la plupart du temps, ça sert simplement à payer la nourriture, ça sert à payer des vêtements pour les enfants. À quoi s'ajoute, hein, et là je pourrais entrer dans le détail de mon cas personnel, puisque pour moi ça atteint plus de 1200 euros, mais des crédits, finalement des crédits à la consommation, des crédits du prêt étudiant, hein, qui là est vraiment une horreur, hein, que je connais bien, le crédit maison pour beaucoup de gens qui ne font qu'essayer, hein, d'accéder à une propriété d'usage, d'accord, et qu'on insulte d'être des horribles propriétaires, etc. Là encore, la différence entre le capitalisme et le communisme, c'est dans le communisme, les propriétés d'usage, votre maison, vos chaussures, etc., tout ça vous appartient toujours, y compris chez Pol Pot, d'accord. Bon, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'est pour la blague, d'accord. Bon, finalement, tout cela vous appartient toujours, alors que dans le capitalisme, votre voiture ne vous appartient pas, votre maison ne vous appartient pas, tout ça appartient à la banque, d'accord. Tout ça est censé sous crédit, le crédit voiture, d'accord, qui représente là aussi des sommes astronomiques, d'accord, c'est-à-dire parfois avoisinant plus de 600, plus de 1000, plus de 1200 euros chez certains foyers, chose que je connais bien aussi. Si on tient compte uniquement de l'essence que je viens de décrire, du chauffage et de la mutuelle, on est déjà à plus de 1000 euros finalement par mois, d'accord. 1000 euros par mois, c'est-à-dire finalement quasiment l'équivalent d'un SMIC. Hein. Je rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas en tête que le SMIC est à 1220 euros net. D'accord. Dans un foyer, comme c'est beaucoup le cas, et comme nous on est un peu en deçà de ça à l'heure actuelle, malheureusement, mais comme c'est dans le cas de beaucoup de familles, vous avez une personne qui touche un SMIC à 1220 euros et une autre qui touche un temps partiel à 610 euros, vous êtes à 1830 euros par mois, c'est-à-dire un peu moins de 22 000 euros par an. Or, en réalité, quand on cumule tous les frais, hein, je rappelle que le seuil de pauvreté pour une famille de 4 est à 2230 euros par mois. D'accord. Bien des familles aujourd'hui sont en dessous de ce seuil de pauvreté. Hein. Quand on calcule, imaginons qu'il y ait des frais, voilà, les frais de panne de voiture, de panne de chauffage, des imprévus, etc. On arrive à plus de 15 000 euros. Hein, et là, j'exclus entièrement les crédits de tout ça. D'accord. On arrive à plus de 15 000 euros par an qui ne vont qu'à ces frais-là, qu'à des taxes, qu'à des impositions, etc. Et où finalement, on n'arrive même plus à survivre. D'accord. Parce que la question aujourd'hui, elle est celle-ci. Et c'est la raison pour laquelle il est grand temps que la peur change de camp. Et si je me permets de prendre la parole aujourd'hui, c'est parce que je sais que la situation qui est celle de ma famille n'est certainement pas une situation enviable, contrairement à ce que certains pensent, parce qu'il est vrai, effectivement, mais là, c'est un autre sujet sur lequel on pourrait bien les attaquer, parce qu'il est vrai qu'il m'arrive de porter des vestes de costard. Ouh là là, c'était le cas hein, d'ailleurs de la plupart des dirigeants communistes pendant longtemps, c'était le cas de Lénine aussi. Hein, bon bref, c'est encore un autre sujet. Et surtout, le costard est le signifiant finalement du sérieux tout simplement, et pour des vestes que vous pouvez constater que je porte depuis des années, vous le voyez sur ces chaînes là. Bon bref, c'est autre chose. Donc on ne peut pas tous finalement effectivement vivre dans une ZAD en Sarwell, c'est un autre problème. Bon, qui souvent traduit là plutôt un genre de vie qu'un niveau de vie, et on se donne un genre de vie qui ne correspond pas à notre niveau de vie en étant le bon fils à papa qui se plaint de ne pas avoir grand chose et qui joue les codes finalement de la paupérisation, alors que la précarité elle existe et elle ne se traduit pas finalement par les vêtements réels que l'on porte, ou en tout cas pas au travers d'une image. D'accord. Bon, si je me permets aujourd'hui de prendre la parole, c'est parce que finalement cette situation elle est peu enviable pour nous, mais je sais qu'il existe des situations familiales qui sont bien pires. Et bien pires aussi parce que finalement, ils n'ont aucun secours. Nous avons encore la chance d'avoir parfois quelques personnes qui peuvent nous aider, qu'on peut rembourser, etc. Pas à hauteur de sommes astronomiques, mais qui nous viennent un petit peu en aide, etc. Mais il y a des personnes qui sont complètement désocialisées, qui sont complètement marginalisées, qui n'ont aucun emploi, qui sont dans l'incapacité totale de fournir des repas à leurs enfants, etc. Là aussi, on devrait parler des repas. Hein, le reportage de François Ruffin sur les Gilets jaunes l'avait
l'avez très bien montré. Combien de fois, moi aussi, à titre individuel, il m'arrive de sauter des repas du midi pour essayer d'espérer finalement tenir la fin du mois. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de la fin du mois, d'accord? Il est question simplement des quelques premiers jours finalement. C'est-à-dire que finalement au 5, 6 ou 7e jour du mois, eh bien, nous sommes déjà très largement à découvert, si tant est que nous puissions accéder au découvert, d'accord? Ce qui n'est pas le cas de tous à l'heure actuelle. Alors voilà les conditions. Et voilà, c'est dans ces conditions-là qu'aujourd'hui, eh bien finalement, on continue d'augmenter le prix de l'essence, le prix du gaz, le prix de l'électricité. On l'a augmenté au 1er janvier, au 1er juillet, au 1er septembre, et ça va continuer. Pendant ce temps-là, effectivement, vous avez ces quelques familles, ces quelques grandes familles, les quelques tenants du capital, les Xavier Niel, les François Pinault, les Bettencourt, les Arnaud, etc., les Draghi, qui eux, après qu'on renfloue sans cesse leurs investissements échoués, se permettent de faire de l'évasion fiscale à hauteur de plusieurs milliards d'euros, 85 milliards d'euros environ chaque année. Et finalement, on va avoir des candidats à la présidentielle comme Zemmour ou comme Macron qui vont nous expliquer que l'ennemi, c'est les quelques fraudes au RSA. J'ai fait une vidéo récente là-dessus. Non, les fraudes, elles ne sont pas du tout au RSA. La réalité des conditions de vie actuelles de la majorité des gens aujourd'hui, ce sont celles-ci. Ce sont des conditions dans lesquelles, finalement, au bout du 5e, 6e ou la première semaine du mois, finalement, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'espoir, il y a les boules au ventre, il y a la honte en permanence, il y a les inquiétudes, il y a les questionnements sur la manière dont on va pouvoir faire grandir les enfants, dont on va pouvoir les faire bien vivre, etc. Et l'horizon même de leur payer certaines activités extrascolaires n'est plus possible, l'horizon même qu'ils puissent un jour faire des études n'est plus possible. Voilà la réalité de ce pays. Voilà la raison pour laquelle vous avez à l'heure actuelle, soit certains qui vont vous monter les uns contre les autres, d'accord, et qui vont dire que c'est la faute du voisin, c'est la faute de celui qui touche le RSA, etc. Après avoir pris tout le gâteau et vous avoir laissé qu'une seule part, ils vont vous expliquer que finalement, faites attention parce que le voisin d'à côté va vous prendre la part qui reste, oubliant en réalité que tout le gâteau a été récupéré par une classe dominante. Et puis vous avez ceux qui vont vous expliquer que finalement, on vit dans trop de consommation, que c'est la société de consommation, que ça déborde, etc. Ce qui n'en est rien, là encore une fois, d'accord? Vous le constatez bien finalement. On n'est pas ici dans un excès de consommation, on est dans une incapacité justement à pouvoir consommer uniquement décemment pour simplement survivre. Donc on arrête avec ce discours insupportable des personnes qui viendraient trop consommer. En réalité, il y a là encore effectivement une classe dominante qui consomme plus qu'elle ne produit, qui ne participe pas de la production mais qui surconsomme et qui accède à une consommation marginale, qui accède à une consommation de produits finalement auxquels vous n'aurez jamais accès. Et puis il y a une classe qui elle produit, va travailler chaque matin, se bouge, essaie de trouver quelque chose, vit avec la honte quand elle est au chômage alors qu'elle ne peut rien trouver. Je vois moi dans mon département par exemple, c'est une catastrophe pour ne trouver qu'un petit boulot en intérim, d'accord, si vous ne travaillez pas dans le milieu agricole. C'est une horreur, vous avez des taux de chômage qui avoisinent les 25%. Et finalement, on vous accuse vous. Et vous allez avoir à côté de ça des discours qui effectivement vont dire « Oh, il y a trop de consommation ». Mais où, d'accord, la plupart des ménages à l'heure actuelle ne peuvent pas consommer de quoi simplement survivre, ne peuvent pas accéder à des biens alimentaires de qualité, simplement ça. D'accord? Et on va vous expliquer que finalement le problème c'est que vous n'êtes pas assez minimaliste, il faudrait la sobriété heureuse, tout ça vendu toujours par des petits bourgeois dans les métropoles qui vivent dans des milieux mondains et qui vous expliquent que finalement eux sont minimalistes, mais minimalistes avec un loyer que vous ne pourrez jamais vous payer. Et parfois même propriétaires d'appartements dans des villes dans lesquelles vous ne pourrez jamais mettre les pieds tout simplement. Et là encore j'ai souvent expliqué cette ségrégation territoriale et spatiale qui est en train de se mettre en place. Faites la boucle avec toutes mes vidéos. Si vous me découvrirez aujourd'hui, je vous invite vraiment à regarder mes dernières vidéos et à comprendre tous ces mécanismes qui s'inscrivent dans une certaine totalité que j'essaie d'expliquer tout au long de ces vidéos. Voilà la réalité à l'heure actuelle. Et donc, face à cela, qu'est-ce que nous choisissons? Est-ce que nous choisissons effectivement la révolte vaine qu'on a vue ces dernières années aussi, qui consiste simplement à descendre dans les rues sans programme, sans organisation, sans structuration, sans savoir où on va et à prendre la claque qu'on est en train de prendre aujourd'hui avec un revers beaucoup plus important, des lois martiales qui s'intensifient, des états d'urgence qui sont aussi des états d'urgence sanitaire qui, sous couvert d'exception, finissent par en réalité être la normalité? Ou est-ce qu'au contraire, on décide, de se former théoriquement, de comprendre les enjeux, de se regrouper collectivement, comme cela a été fait aussi pendant un temps sur les ronds-points, de pratiquer cette formation, d'aller au contact de gens qui ont réfléchi au questionnement, ce qui est le cas, pour nous à l'IHT très clairement, d'accord, c'est pas, je le fais pas de manière subliminale, à comment conduire un processus révolutionnaire, comment transformer profondément les choses dans la société, reprendre le contrôle et le pouvoir sur le travail. Est-ce qu'on fait ça ou est-ce que finalement on attend avec la honte, avec la peur,
avec le fait qu'on se dise « Ah, bah, c'est qu'on n'est pas dans la sobriété heureuse, etc. » Ou est-ce qu'enfin, on décide de reprendre le contrôle, de reprendre le pouvoir, et donc de faire quelque chose collectivement contre ceux qui se rient de nous à longueur de temps, et qui, pendant que nous subissons toutes les restrictions du monde, eh bien, sont au palais de Chalençon en train de festoyer, en train de profiter d'une consommation à laquelle vous n'aurez jamais accès. Alors, comme le disait très bien Thomas Sankara, il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. Nous, notre choix, c'est l'eau potable pour tous, simplement. Il y a une classe dominante qui, elle, est en train de mener la lutte des classes, qui, elle, sait très bien qui sont ses ennemis, qui sont ses intérêts de classe. Alors à nous d'en prendre conscience, d'arrêter de croire que tout ça, c'est un discours vieux jeu. Au contraire, il est en direct avec la réalité à l'heure actuelle, et c'est la raison pour laquelle eh bien, nous devons reprendre le pouvoir collectivement, et l'ensemble de la population, l'ensemble des classes populaires doit pouvoir reprendre le pouvoir dans son intérêt propre contre les classes dominantes.